Merci beaucoup, chers collègues, pour les compléments d'information. Revenons. Peut-être notre méthode va sembler gênante, mais c'est ça. Oui, nous venions de dire tout de suite qu'en tant qu'OPJ, nous avons pour mission constater les infractions, réunir les éléments de preuve, identifier aussi les auteurs de ces infractions. Et maintenant, je me pose la question maintenant, de quelle manière vous allez identifier? De quelle manière vous allez constater? Vous venez dans une entreprise, on vous apprend que non, il y a eu cette infraction, venez, voilà, il y a eu ça, et c'est fini. C'est ça constater l'infraction. Est-ce que c'est ça constater l'infraction? Ce n'est pas ça constater l'infraction. Pour un OPJ, pour qu'on dise qu'il a réellement constaté l'infraction, qu'est-ce qu'il doit faire? Établir un procès verbal. Donc, en tant qu'OPJ, lorsqu'il vous arrive de poser tout acte de votre ministère, que ce soit les constats d'une infraction, que ce soit un devoir qui vous a été prescrit par la hiérarchie, le tout doit être contenu dans cet écrit que nous appelons comme un procès verbal. Donc, le procès verbal, c'est cet écrit établi par l'officier de police judiciaire, dans lequel il relate les constatations, il donne ses diligences, la manière que les faits se sont passés. Procès verbal. Et cet acte ne s'établit pas de n'importe quelle manière. Cet acte a des exigences quant à la forme et au fond. Pour que cet acte soit valide, il doit respecter certaines exigences de forme, il doit aussi respecter certaines exigences au niveau du fond. J'avais besoin de la voir. La machine que nous avions hier là, il y avait cette loi si on peut l'exploiter. Oui. Non, non. Oui, oui. Ah, si je peux voir cette loi. OK. Pour que le procès verbal soit probant, pour que le procès verbal que vous allez établir en tant qu'OPJ ait une certaine valeur probante, il doit être régulier quant à la forme. La forme doit être comment? La forme de ce procès verbal doit être comment? Doit être régulier. Ce qui veut dire quoi? Si juste au niveau de la forme, l'OPJ a péché, directement l'acte qu'il établit est entaché de nullité. On peut l'annuler et on ne va même pas considérer tout ce qu'il a constaté. Donc vous devez soigner la forme. En soignant la forme, l'auteur doit être compétent. L'auteur qui a établi le procès verbal doit être comment? Compétent par rapport à la matière, il doit être compétent par rapport au ressort, et il doit avoir établi le procès verbal dans l'exercice de ses fonctions. Un procès doit être régulier quant à la forme, l'auteur doit être compétent matériellement et territorialement, et il doit avoir agi dans les ressorts territoriaux, dans ses fonctions pour bien dire. Comment l'auteur peut agir, doit être compétent par rapport à la matière. Tout de suite là, on venait de rappeler que vous serez quel OPJ? Vous serez quel OPJ? OPJ à compétence restreinte, mais dans quelle matière? Voilà. Matière du travail. Voilà votre compétence. Mais que dire maintenant de l'OPJ, inspecteur du travail OPJ, qui constaterait par exemple une infraction des droits communs? Est-ce qu'il faut-il considérer ce procès verbal? Non. Ce procès verbal est irrégulier. Je donne un exemple. Dans une entreprise X, je prends l'exemple d'un hôpital. Si l'hôpital est privé, il relève du droit du travail. Voilà. L'initiateur, l'entrepreneur, a engagé une dame, infirmière de son état.
Ils sont liés par les contrats du travail, n'est-ce pas? Mais à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, les médecins, les propriétaires de la structure sanitaire commencent à solliciter des faveurs sexuelles à la dame. Et par la dame ne voyant pas quoi faire, elle a fini par céder, mais tout de même, elle vient vous saisir en tant qu'OPJ. Est-ce que cette fois-là, vous êtes compétent pour constater cette infraction? Vous n'êtes pas compétent parce que... Chez nous, on peut parler de harcèlement sexuel. Voilà, c'est ce que nous voulons dire. Les harcèlements sexuels. Maintenant, les harcèlements sexuels dans le milieu du travail. Est-ce que c'est une infraction de votre compétence? Voilà. Là, c'est une faute, mais ce n'est pas une infraction. Alors, il faut faire la part des choses. C'est une faute, mais ce n'est pas une infraction. Or, quand vous agissez en tant qu'OPJ, votre mission, c'est de faire quoi? Constater les infractions et non les fautes. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas constater cette infraction non plus. Vous êtes matériellement incompétent. Nous sommes ensemble? Oui. Vous êtes OPJ, inspecteur du travail de l'inspection provinciale du Haut-Uélé. Votre ressort se limite ne fût-ce que dans les ressorts du parquet où vous serez habilité. Jusqu'à présent, notre ressort couvre encore toute la province. C'est ça l'avantage que vous avez encore. Mais une infraction relevant du droit du travail qui venait de se commettre à Litouri. On vient vous saisir. Vous êtes compétent pour constater? Vous n'êtes pas compétent. Là, vous êtes incompétent territorialement. L'incompétence territoriale. Vous devez agir dans l'exercice de vos fonctions. Ici, on connaît déjà que votre fonction, vous êtes un inspecteur du travail. C'est lorsque vous agissez en cette qualité-là que l'on peut considérer votre procès verbal comme un procès qui est comment? Qui est régulier, qui a une valeur probante. Il y a bien des gens qui ont perdu procès, ne fût-ce que parce que l'OPJ a péché sur la forme. Je vous donne un exemple. Lorsque nous allons les parler tout de suite là, il est fait obligation à tout OPJ de renseigner son numéro d'habilitation sur le procès verbal. Quand vous allez prêter serment, chacun aura un numéro d'habilitation. Et lorsque vous établissez le procès verbal, vous avez l'obligation de renseigner ce numéro-là. Et une fois que vous omettez de renseigner ce numéro, d'office, votre procès verbal tombe. C'est un procès verbal nul. Et on a sollicité la nullité de ce genre de procès verbaux, non pas parce qu'il y a autre chose, seulement parce que l'officier de police ou l'OPJ ou l'inspecteur a omis de renseigner quoi? Son numéro d'habilitation. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Ah, si je suis pressé, quitte à vous me dire que non, vous êtes pressé, on règle un peu la vitesse. Nous sommes ensemble? Ok. Nous sommes en train de parler de la valeur probante du procès verbal que nous aurons à établir. Nous prenons pour cette fin les articles 125 et 126 de l'ordonnance loi que nous avions exploité depuis hier, où on parle des attributions de l'OPJ. 125 et 126. 125 et 126. OK. La disposition 125 de cette ordonnance stipule: les officiers de police judiciaire ont l'obligation de dresser sur les champs procès verbal de toutes opérations auxquelles ils procèdent, ainsi que toute audition ou déposition qu'ils reçoivent pour toute infraction qu'ils ont mission de constater. Ils ont l'obligation de faire quoi? Dresser sur les champs.
Au même moment que vous constatez là, voilà les temps que vous pouvez dresser quoi? Les procès verbaux. C'est pour vous dire quoi? Vous ne pouvez pas d'abord aller, vous avez constaté, vous dites non, je prends certains éléments sur Brion et j'irai dresser le procès verbal à mon bureau. Non, ce procès verbal est irrégulier. Ce procès verbal est irrégulier. Il doit être dressé au même moment, sur les champs, à l'endroit même où vous avez constaté ces faits. Parce que, en dressant sur les champs, vous avez l'avantage que votre procès verbal soit signé contradictoirement avec la personne verbalisée ou la personne inculpée. Nous sommes ensemble. Parce que si le procès verbal, non seulement que l'OPJ doit poser sa signature, la personne verbalisée aussi, ou à charge de qui on vient de constater les infractions, doit aussi apposer sa signature sur le procès verbal. Si le procès verbal ne contient que votre signature en tant qu'OPJ, est-ce que l'autre là va-t-il accepter ce que vous avez écrit? Non, il va contester. Nous là, même nos ministères publics, il nous arrive des fois de prévenir, refus, je dis non, non, c'est que ça, c'est qu'on a écrit là, c'est pas moi qui ai donné cette déclaration. Donc, vous avez l'obligation de constater sur les champs. Et en constatant sur les champs, vous aurez cet avantage-là que votre procès verbal soit contresigné ou signé contradictoirement avec les verbalisants. On avance? Est-ce qu'on peut avancer? Article 126. Les officiers de police judiciaire énoncent leur nom, poste nom, leur fonction principale, ainsi que leur qualité d'officier de police judiciaire en tête de tous les procès verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire. Vous, OPJ, quand vous établissez le procès verbal, vous devez d'abord, à l'entête du procès verbal, vous devez vous présenter. Nous, monsieur tel, inspecteur du travail, c'est votre fonction, n'est-ce pas? Officier de police judiciaire à compétences restreintes, habilité sous les numéros tel par les parquets de grande instance du CIRO. Voilà. Donc, vous devez renseigner. Et lorsque nous allons passer à la phase pratique, nous allons vous montrer là où il faut renseigner. Parce que le procès verbal a aussi ses exigences. Donc, très déjà, ce n'est pas mauvais de parler de ça directement. Voilà. C'est ça le procès verbal. Le corps est ici. L'officier de police judiciaire commence déjà à se présenter dès l'entame. Au coin droit, c'est officier de police judiciaire tel, numéro d'habilitation, il appose sa signature. Avant qu'il ne commence toute autre chose, il présente d'abord officier de police judiciaire tel, son numéro d'habilitation, il appose même sa signature. Nous sommes ensemble? Il y avait un mouchoir, portez un mouchoir ici. Donne seulement. C'est facile. Donc, il y a des exigences de la forme, ces exigences qui peuvent faire en sorte que notre procès verbal soit déclaré nul, sans compter même compte du fond. À ce niveau, nous voulons vous signaler quelque chose. Comme nous formons, quitte à vous aussi de faire un effort pour assimiler, et conjuguer grand effort pour vous améliorer. Il ne faut pas peut-être prêter des intentions au chef. Chaque fois qu'il y a une mission, il ne prend que tel. Il envoie celui-là. Il l'envoie pourquoi? Parce que le chef connaît que celui-là me rend un bon service. Il sait bien établir les procès-verbaux. Il sait respecter toutes les exigences des formes et des fonds. Et même quand il y a un dossier qui lui arrive, il peut attribuer toujours aux mêmes personnes. Pourquoi il attribue seulement aux mêmes personnes? Non, ce n'est pas parce qu'il les aime plus. Tout chef aime le travail bien fait. Vous devez soigner
votre procès verbal, que ce soit sur le fond, que ce soit sur la forme. Nous venions de dire la toute première exigence lorsque vous rédigez le procès verbal, c'est la simultanéité entre l'acte posé et le procès verbal. C'est sur les champs qu'on établisse le procès verbal. On ne peut pas le faire sur brouillon. Et maintenant, quand vous êtes à la maison, vous formalisez maintenant le procès verbal. Cette manière de faire les choses va faire entacher d'irrégularité sur votre procès verbal, alors que c'est un acte qui doit avoir une valeur probante. C'est là, nous avons pris les articles 125 et nous avons aussi pris les articles 126. L'article 126 qui vous oblige, vous, en tant qu'officier de police judiciaire, de pouvoir énoncer vos noms, énoncer votre fonction, énoncer votre qualité et aussi renseigner votre numéro d'identification ou d'habilitation et même votre ressort. Votre procès verbal doit renseigner les lieux où il est instrumenté. Les lieux. Si c'est dans votre bureau, vous allez dire, nous trouvons dans notre office. Là, vous êtes dans votre bureau, n'est-ce pas? Mais si ce n'est pas dans votre bureau, vous avez effectué une mission, vous êtes quelque part. Renseignez sur votre procès verbal que nous trouvons à Gamba, par exemple, dans telle structure. Votre procès verbal doit renseigner la langue de rédaction. La langue officielle chez nous, c'est quelle langue? C'est français. Nous avons tous l'obligation de rédiger les procès verbaux en français. Mais il peut aussi arriver que vous êtes verbalisateur, vous maîtrisez la langue française, mais l'inculpé ne connaît pas français. Là, vous allez faire quoi? Vous allez lui poser la question. Mais en l'écrivant en français. Vous allez lui demander la langue de son choix. C'est ça. Quelle est votre langue de choix? Il va vous parler. Non, moi, je ne parle que les Kiboudou. Par exemple. Je ne connais ni français, ni lingala, ni swahili. Moi, je ne parle que Kiboudou. Mais vous, en tant qu'officier de police judiciaire, vous avez l'obligation de prendre ces déclarations que vous devez coucher en français. Si vous maîtrisez la langue que l'inculpé parle, là, il n'y a pas de problème. Vous-même, vous allez dire, non, nous avons traduction faite par nous. Là, c'est vous-même qui traduisez, n'est-ce pas? Il parle en français, en Kiboudou, mais traduction faite par nous en français. Mais il peut aussi arriver que vous ne comprenez même pas les Kiboudou. Vous ne parlez que lingala, vous ne parlez que swahili, vous ne parlez que français. Mais l'inculpé qui est en face de vous ne sait que les Chiluba du Kassai. Ah. Maintenant, cette fois-là, vous allez faire quoi? Il faut recourir au ministère d'un interprète ou d'un traducteur. Ah. Il se pose aussi un problème dans notre code parce que la personne qui connaît interpréter n'est pas dans notre droit à considérer comme un interprète. C'est un mystère. Il doit avoir prêté serment comme un interprète. Oui. On va prêter serment comme interprète. Il doit avoir prêté serment comme traducteur. Bon. Mais s'il faut tenir compte de tous ces aspects-là, nous serons en difficulté. Nous serons en difficulté. Parce que ici, si on cherche quelqu'un, un interprète qui a réellement prêté serment, on ne le trouvera pas. C'est pourquoi on recourt tout de même à celui qui peut nous faciliter la tâche. On recourt à celui qui peut nous faciliter la tâche. J'ai vu les collègues, on lui a mené un dossier. La victime, enfant qu'elle était, il y a une sourde de muette. Oui, victime de viol. En tant que victime, il doit prendre ses déclarations. Elle doit expliquer aux collègues comment est-ce qu'on lui a fait ces choses. Oui. Les collègues s'est efforcé avec les signes et plus tard, on a fait appel à un monsieur aussi qui sait le langage des sourds. Donc, nous avons l'obligation. Et même cette fois-là, sur votre procès verbal, tenez à renseigner que nous avions été interprétés par tel monsieur.
Nous sommes ensemble? Le procès verbal, pour qu'il ne soit pas entaché d'irrégularité, il doit renseigner la langue. Il a été fait dans quelle langue? Qui, c'est en français. Si l'inculpé qui est en face de vous ne connaît pas cette langue, il faut recourir au ministère d'un interprète ou d'un traducteur. Et c'est de cette manière-là que vous devez vous comporter. Les dossiers, vous avez écrit ce qui est l'interprétatif. Le dossier monte l'instance. Arrivé là-bas, le dossier dit non, tout ce que l'OPJ a écrit ici, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Apparemment, l'interprète ne disait pas ce que moi je vous disais. Que faire à ce cas? Merci de la question. C'est pourquoi nous avons dit, vous devez renseigner que vous avez été interprété. Et même cet interprète, comme vous connaissez qu'il n'a pas prêté serment, avant qu'il ne vous interprète, il doit quand même faire cette formalité-là sous forme d'un serment. Je jure d'interpréter donc fidèlement ce que l'autre est en train de parler. Il doit jurer. Ok. Mais quel que soit ça, il a interprété, mais à un certain niveau, on se rend compte que l'autre refuse que non, ce n'est pas ce que moi je disais. Oui, il faut en tant qu'OPJ, quand vous avez transféré les dossiers, vous vous êtes dessaisi. Quitte au ministère public, celui à qui on a attribué les dossiers, de réinstruire. L'instruction revient à zéro. Même là chez nous, qu'est-ce que nous disons? Lorsqu'on nous amène un inculpé, avec le procès verbal de l'OPJ, je commence par lui donner lecture de tous les contenus du procès verbal. Et je lui pose maintenant la question, confirmez-vous les déclarations par vous faites devant l'OPJ? Il peut dire non, je ne confirme pas, ça ce n'est pas pour moi, l'OPJ a ajouté autre chose. Oui, moi j'ajoute oui, il dit que non. Ce que l'OPJ a écrit, ce n'est pas ce que j'ai déclaré. Maintenant, moi je commence maintenant à faire quoi? À réinstruire. L'OPJ n'a pas de problème, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Oui. Lorsque le traducteur, par exemple, prête le serment, il n'y a pas un document qu'il doit signer sur un papier pour signifier que non, il a juré bel et bien devant. Parce qu'à un certain moment, lors de l'audition au niveau du ministère public, on peut même montrer ce document-là pour dire que non, le traducteur était là, il avait signé une console. Non, je venais de le dire qu'il y a des traducteurs assermentés. Chaque fois que nous avons besoin de traducteurs, on doit recourir aux gens qui sont assermentés. Mais devant la difficulté que nous pouvons éprouver, vous et nous n'avons pas de traducteurs assermentés, on recourt à la personne qui peut nous faciliter. Quand il veut nous faciliter, pourquoi lui soumettre à toutes ces exigences-là, lui donner un papier pour signer? Alors s'il refusait. C'est juste pour la fois. Il peut juste refuser, mais alors, si c'est comme ça, je laisse. Et c'est vous qui êtes en difficulté maintenant. Parce que vous devez écouter. Merci. Votre procès verbal doit respecter certaines consignes de la rédaction.